Bonsoir mesdames, messieurs, je suis heureux de vous retrouver pour cette conférence. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, les catholiques et la dispute du roman national. Bon, on va imposer le thème, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je voudrais dire que régulièrement, et notamment chaque fois que la France traverse un moment de crise, on le remarquera, notre pays se pose des questions sur son histoire et quelque part sur son identité. Certains parlent de récit national, d'autres de roman national, on reviendra tout à l'heure sur les définitions. Les uns pour glorifier notre passé, les autres peut-être pour le dénigrer, pour le déconstruire. Le mot est très à la mode, notamment quand on parle de démolition d'églises aussi, déconstruction, bref. Cela fut le cas par exemple il y a 2 ans, autour de l'élection présidentielle, la dernière élection présidentielle. Écoutons le candidat François Fillon, le 28 août 2016, quelques mois avant son triomphe à la primaire de la droite, on sait après la suite. Les jeunes Français ignorent des pans de leur histoire, ou pire encore, apprennent à en avoir honte. Il faut réécrire les programmes d'histoire avec l'idée de les concevoir comme un récit national. Le récit national, c'est une histoire faite d'hommes et de femmes, de symboles, de lieux, de monuments, d'événements, qui trouvent un sens et une signification dans l'édification progressive de la civilisation singulière de la France. De l'autre côté, l'historienne contemporaine Suzanne Citron fixe comme objectif de ses travaux de déconstruire le mythe national. Déconstruire le mythe national, on en reparlera. Quant à l'imam de Bordeaux, Tarek Obrou, en 2012, il affirmait « Il faut que l'histoire de France soit réécrite à la lumière de la présence musulmane aujourd'hui dans notre pays. » Alors, vaste programme. Comment peut-on y voir un peu plus clair dans ce débat ? Nous allons essayer aujourd'hui de réfléchir sur la compréhension de l'histoire de notre pays, de la manière la plus dépassionnée possible, selon le double point de vue, qui me semble aussi n'est pas contradictoire, de l'historien et du catholique. Quel regard peut-on porter sur notre histoire nationale ? Est-il légitime de revendiquer un rôle pour un récit national ? Et sur quelle base, du coup, est-il possible de l'écrire ? Alors, sur un sujet aussi vaste, évidemment, on pourra qu'effleurer les questions, avec plusieurs pistes. Un rappel historique d'abord, d'où vient la querelle du récit national, le récit, le roman, le mythe national, pourquoi ces 3 mots d'ailleurs. Une réflexion méthodologique, comment écrit-on l'histoire, quel est son rôle social, et puis une application pratique, que peuvent retenir les catholiques de l'histoire de France. Alors, je ne ferai pas une partie sur chacun de ces 3 thèmes, parce que sinon on est encore là dans 3h30, mais on va en gros essayer de voir, premièrement, d'où vient cette querelle sur le roman national. Ensuite, comment aujourd'hui se mesurent les enjeux de cette querelle. Et enfin, dans une partie un peu plus conclusive, qui pourrait être prolongée par les débats, qu'est-ce que les catholiques peuvent mettre dans ce roman, ce récit, ce mythe éventuellement national. Alors premièrement, la querelle sur le roman national. La question du récit national apparaît dans la seconde moitié du XIXe siècle. On parle beaucoup de la Troisième République, de Jules Ferry, évidemment, qui, tout le monde le sait, rend l'école laïque, gratuite, obligatoire, par les lois de 1881-82. Mais il ne faut pas imaginer qu'une France complètement analphabète existait jusqu'à l'installation miraculeuse de l'école républicaine, évidemment. Je crois qu'il doit y avoir un petit... Le son n'est pas bon, non? Le son n'est pas bon. Voilà. Il y a un écho qui n'est pas très agréable pour moi, pour vous aussi, je ne sais pas. Bon, sinon je prends l'autre. Il m'a l'air de bien fonctionner. Non, je l'ai éteint là. Les aléas techniques, évidemment. Ça va pas, non? Je pense que c'est celui-là qui est un peu fort. Oui. Et en fait, peut-être avec celui-ci, c'est mieux. Ouais. Voilà, oui, oui. Sans ça, sinon. Voilà, est-ce que c'est mieux là? Oui. Bon. Alors, donc je disais que la question du récit national date du début, de la seconde moitié du XIXe siècle, mais pas forcément de Jules Ferry. D'ailleurs, plusieurs enquêtes historiques ont tenté de calculer le degré d'alphabétisation de la population à plusieurs moments de l'histoire de France par le taux de signature sur les actes de mariage
notamment une enquête du recteur honoraire de l'Académie de Nancy, Louis Magiolo, en Lorraine, autour de 1877. Alors, bien que les résultats soient à prendre avec prudence, pour des raisons méthodologiques, techniques, je ne vais pas entrer dans les détails, ce n'est pas notre sujet ce soir, mais on estime quand même à 21% le nombre de Français qui savent écrire entre 1686 et 1690, au milieu du règne de Louis XIV, en gros, deuxième moitié du règne de Louis XIV, 29% des hommes, 14% des femmes, 37% à la veille de la Révolution, 47% des hommes, 27% des femmes, et 72% entre 1871 et 1875. 78% des hommes et un peu moins de 70% des femmes. Donc vous voyez, il ne faut pas attendre Jules Ferry pour avoir une France complètement alphabétisée. Et on rappellera, nous, le rôle quand même de l'Église, avant comme après la Révolution, pour l'éducation accessible à une partie de la population par ces institutions. Parlons aussi de la loi Guizot, 1833, qui encourage l'enseignement primaire dans le monde rural. Et en 1867, du nom d'un ministre libéral de Napoléon III, Victor Duruy, qui incite les communes pauvres à proposer une éducation gratuite, c'est pas encore obligatoire, et qui est permise par les subventions d'État, et qui aussi rend obligatoire l'enseignement de l'histoire et de la géographie. J'y viens. Alors évidemment, un problème se pose, quelle histoire va-t-on enseigner? Quelle histoire faut-il transmettre aux jeunes? Donc essentiellement, c'est ce qui reste aujourd'hui l'enseignement primaire. C'est une histoire essentiellement chronologique et, je dirais, téléologique, c'est-à-dire qui est tournée vers une finalité. La finalité, c'est celle d'une défense de l'unité française. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a plus de continuité que de rupture au début de la Troisième République, malgré quelques nuances, évidemment. Alors, première nuance, c'est la forme de régime qui est passé donc à la République à partir de 1870 et surtout 1879, où les institutions sont clairement tenues en main par l'équipe républicaine. Et donc, cette histoire de France va louer la République par opposition au régime monarchique. La deuxième nuance, c'est qu'évidemment, c'est l'attitude envers l'Église. Le christianisme, faisons bien la différence, est toujours valorisé comme une civilisation, comme une culture, mais l'anticléricalisme fait que la critique par rapport à l'institution cléricale innerve le discours historique. Et la troisième différence, tout le monde le sait, est liée surtout au contexte de l'après-1870. La guerre franco-prussienne est passée au milieu, et l'histoire proposée est un patriotisme assumé, entièrement tourné vers l'inévitable revanche à préparer un jour contre l'ennemi allemand qui nous a pris l'Alsace et la Lorraine. Tout le monde se souvient d'avoir vu quelque part, parfois dans les musées d'école, ces cartes avec les départements de l'Alsace-Lorraine qui étaient coloriés en noir, parfois avec un bandeau aussi de deuil, et que l'instituteur avait dans sa salle de classe en permanence. Il faut se rendre compte un peu du poids que ça pouvait avoir sur la collectivité. Et donc cette histoire de Duruy, de Ferry, des fameux hussards noirs de la République, elle est essentiellement centrée sur l'événement historique. Parce que c'est l'époque de la méthode historique positiviste, développée par de grands noms comme Ernest Renan, Fulbert de Coulanges, Gabriel Monod, Hippolyte Taine, Charles Langlois, Charles Seignobos, notamment autour de la revue historique qui a été fondée en 1876, et qui s'oppose notamment à la revue des questions historiques, à ne pas confondre, qui elle est plutôt ultramontaine et légitimiste, et qui a été fondée par le clergé en 1866, donc 10 ans avant. La revue historique reste une référence scientifique importante pendant près d'un demi-siècle, et elle cherche avant tout à authentifier le fait, par la recherche documentaire, par la critique patiente et contradictoire des sources, avec l'archive qui devient l'élément central de la discipline historique. Certains diront même à l'époque de la science historique, pour l'opposer à la légende, au mythe, au surnaturel, à la religion dans son ensemble parfois. Toujours, vous voyez cette perspective un peu anticléricale. Et cette religion, ce mythe, cette légende sont perçus comme des objets qui ne sont pas du domaine de la connaissance historique, de la connaissance scientifique en tout cas. Alors, d'où, je répète, l'insistance sur l'événement,
et des chronologies à apprendre par cœur dès les petites classes. Vous vous souvenez, 1515, Marignan, personne n'a oublié, bien entendu. Et dans sa forme vulgarisée, de façon un peu plus élaborée quand même, à destination du grand public, l'histoire prend essentiellement la forme d'un récit. On y vient, le récit. Et on a parlé, donc, a posteriori de l'histoire de France comme d'un récit national, c'est-à-dire l'histoire d'un pays qui se raconte à travers des histoires avec un petit H. Alors, ce sont les fameux manuels d'Ernest Lavis. On peut les retrouver parfois dans les brocantes, ici et là. Ernest Lavis, normalien, major de l'agrégation d'histoire en 1865, et justement disciple de Victor Duruy. Il y a une continuité quand même entre les deux générations, avant et après la guerre de 1870. Râler la République après 1875, surtout par raison plus que par conviction personnelle, mais d'esprit avant tout conservateur. L'instituteur national, comme elle a été parfois surnommée, est l'auteur d'une histoire de France illustrée depuis les origines jusqu'à la Révolution, qui lui a pris 12 ans, 1900 à 1912. On a parfois appelé ça le Grand Lavis. Et puis, pour le distinguer, du Petit Lavis, qui lui a été réédité de nombreuses fois entre 1882 et 1950. Vous voyez un peu les générations, certains d'entre eux l'ont peut-être connu. Qui donc est un manuel simplifié destiné aux différentes classes de l'école primaire. Alors il y a les différentes classes. Ce manuel tente d'inculquer le patriotisme aux enfants et de leur enseigner aussi une histoire, une culture populaire, faite d'histoires marquantes qui doivent rester facilement dans la mémoire des gens. Et donc c'est fondé sur les événements et sur les personnages. Vercingétorix, Charlemagne à la barbe fleurie, Jeanne d'Arc, Napoléon, etc., etc. Tout ça, c'est la vie. Sa phrase d'ouverture est restée célèbre. Tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et que l'histoire l'a faite grande. Évidemment, on ne parlera pas de Dieu, parce que là... Mais en tout cas, la nature l'a faite belle et l'histoire l'a faite grande. À la même époque, c'est le succès du Tour de France par deux enfants. Alors souvent, on imagine que c'est la vis, mais ce n'est pas la vis. C'est en fait donc publié en 1877 chez Belin par Augustine Fouillé sous le pseudonyme de Giordano Bruno, parce que bon, le fait que ce soit une femme qui écrive à l'époque n'était pas forcément bien perçu. Alors il s'agit d'un manuel de lecture et non pas d'histoire, mais il y a quand même un certain nombre de points communs, qui a été source d'innombrables dictées dont nos anciens gardent parfois le souvenir, et qui raconte l'histoire de deux orphelins d'Alsace-Lorraine. Le symbolisme évidemment n'est pas anodin, qui traversent tout le pays à la recherche d'un homme qui habite Marseille. Et donc il faut arriver à trouver l'oncle Marseille qui peut héberger les deux orphelins. Alors c'est prétexte évidemment à description de nombreuses provinces françaises, de leur patrimoine, de leurs monuments, de ce qu'on appellerait aujourd'hui leurs attractions touristiques, si vous voulez. Mais en insistant quand même sur la communauté de destin et l'appartenance de toutes les régions, malgré leur diversité, à une même entité politique qui est la France, qui est précisément la République française. Une version un petit peu divergente de ce récit national a été forgée ensuite dans l'entre-deux-guerres par quelqu'un, vous avez forcément entendu parler, l'académicien Jacques Bainville. Attention, il est diplômé de droit et pas d'histoire, mais il s'y connaît quand même. Il est quand même allé en Bavière pour étudier la vie de Louis II de Bavière. Il a rencontré Charles Maurras dès 1900, à ses 31 ans. Il rédige de nombreux articles de politique étrangère du coup dans l'Action française, et il publie la grande œuvre de sa vie, même s'il a publié autre chose, une histoire de France en 1924, et l'originalité, c'est qu'il publie, un peu comme la vie, vous voyez, une version simplifiée de cette histoire de France pour les enfants, 1928, publiée chez MAM, la petite histoire de France, alors, dont il existe de nombreuses versions, en bande dessinée, récits audio en cassette ou en CD, voilà, qui s'est beaucoup diffusé. Il est pourtant né dans une famille républicaine, et en fait il s'est rallié à la monarchie après un séjour en Bavière, à la fin de ses études, dont j'en parlais, et également au contact de Charles Maurras. Et Bainville, bien sûr, va rectifier la vulgate lavicienne, si je puis l'appeler comme cela, en redonnant ses lettres de noblesse, d'une part à la monarchie française, et puis aussi en réhabilitant quand même le christianisme, qui n'est pas seulement vu chez Bainville comme
simple culture, comme un vernis culturel, mais comme élément essentiel à la civilisation de la France, évidemment. On connaît d'ailleurs aussi sa lucidité par rapport à l'Allemagne, hein, c'est dès les années 1920 qu'il entrevoit la possibilité, hélas, d'un second conflit mondial. Voilà. Alors, pour résumer, l'historien contemporain Sébastien Ledoux explique que le récit national célébrait la glorieuse nation française et ses héros censés l'incarner. Il avait comme fonction de nourrir un imaginaire historique devant être partagé par l'ensemble des citoyens pour former ainsi la communauté nationale. Effectivement, c'est une assez bonne définition. Alors, deuxième point, c'est que ce récit national dont on vient de faire l'historique, hein, dont on vient de voir les différentes nuances, il a été progressivement remis en cause en 3 étapes, si vous voulez, à partir du XXe siècle. Et j'aimerais insister un petit peu sur ces trois étapes. La première remise en cause est essentiellement méthodologique. Elle date des années 1930 et suivantes et provient d'une autre revue, d'une autre école historique, c'est l'école historique des Annales, dont la revue phare est fondée en 1929 et qui détrône rapidement la vieille revue historique de 1876. Alors les Annales, c'est Marc Bloch, Lucien Febvre, et puis la génération suivante, Fernand Braudel, Georges Duby et quelques autres. Cette école se fonde sur une intuition ici épistémologique essentielle, parce que l'épistémologie, c'est la science qui étudie l'évolution d'une discipline scientifique. Et donc, une intuition épistémologique essentielle que je trouve d'ailleurs très juste, mais qui ne doit pas conduire à des mauvaises interprétations, de mauvaises conclusions, c'est que tout est histoire. Tout est histoire. Pas seulement les archives. L'objet de la discipline historique, ce n'est pas seulement les guerres, les batailles, la liste des rois et des présidents de la République, mais c'est tout l'éventail des activités humaines d'une époque. En ce sens qu'elles sont inscrites dans un contexte qui est historique. Donc le champ des recherches de l'historien s'en trouve considérablement élargi. On sort de l'histoire traditionnelle, vous savez, politique, diplomatique, militaire ou religieuse, pour découvrir de nouveaux champs, l'histoire économique, l'histoire sociale, l'histoire culturelle, l'histoire quotidienne, l'histoire des mentalités, une expression qui a eu beaucoup de succès dans les années 70-80 par exemple. On sort, si vous voulez, de l'histoire des grands hommes, l'histoire des institutions, qu'elles soient monarchiques, républicaines ou même ecclésiastiques d'ailleurs, pour s'occuper cette fois-ci de l'histoire des populations. On passe en quelque sorte de l'histoire d'en haut à l'histoire vécue d'en bas. Parallèlement, le panel des outils d'historiens s'en trouve lui aussi énormément élargi. Ce n'est plus seulement les archives de papier du gouvernement ou du Parlement, les mémoires des grands acteurs de l'histoire à la retraite, qui constituent le ferment de la discipline historique, mais tout témoignage du passé, que ce soit une simple lettre d'un militaire d'un contingent, une œuvre d'art oubliée, une vieille photo familiale, un contrat de notaire passé entre deux antiquaires paysans du XVIIIe siècle, une facture, etc., etc. En particulier, à partir des années 1960, l'histoire quantitative prend son essor, et bientôt facilitée par les immenses possibilités techniques de l'informatique, bien entendu, avec l'exploitation de sources sérielles. Vous savez, les sources sérielles, ce sont des documents qui, pris un par un, n'ont qu'une valeur absolument individuelle et qui ont été pendant des siècles complètement laissés pour compte par les historiens, mais qui, mis bout à bout, mais qui, étudiés de manière quantitative, eh bien, peuvent donner un certain nombre de renseignements. Par exemple, l'historien Michel Vauvel a tenté de décrire les mentalités provençales à travers l'analyse de dizaines de milliers de testaments du XVIIIe siècle. Et il est allé voir quelles sont les formules qui sont employées au début, à la fin, à qui on allait léguer, aux confrères de pénitents, à l'association religieuse, à ses parents, à sa famille, à la paroisse, etc. etc. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire lorsque vous avez des dizaines de milliers de personnes qui font ceci, cela, par rapport à la mentalité des gens qui ont écrit ces testaments. Et ça, c'est complètement nouveau. On n'en parlait pas avant, on ne l'étudiait pas. De même, on a étudié la démographie par rapport aux actes de baptême, de mariage, de sépulture. À l'époque, la seule utilisation qu'on en avait, c'était de chercher, par exemple,
l'acte de baptême, de mariage, de sépulture, d'un homme célèbre, pour voir qui était son parrain, sa marraine, etc. Voilà. Moi-même, on l'évoquait un petit peu tout à l'heure, j'ai tenté de mieux connaître l'Église en procédant à ce qu'on appelle une analyse prosopographique. Alors, la prosopographie, c'est l'étude biographique de masse. C'est-à-dire qu'on prend plusieurs personnages en grand nombre, moi j'en ai eu 3280 à peu près, donc plusieurs personnages qui n'ont pas forcément laissé leur trace dans l'histoire, et on va essayer de trouver des renseignements importants sur chacun, où ils sont nés, à quel moment, dans quel milieu social, quelles ont été leurs études, leur parcours, leur carrière, leur espérance de vie, etc. Et on va essayer d'en dégager des conclusions sur l'évolution d'un corps social, donc là en particulier c'est l'Église, entre 1789 et 1905. Et c'est pour ça que je préconise toujours à ceux qui possèdent des archives, qu'elles soient familiales, professionnelles, associatives, ecclésiastiques ou autres, de les garder le plus scrupuleusement possible, même lorsque celles-ci semblent complètement dénuées de tout intérêt historique. C'est que peut-être que dans quelques dizaines d'années, eh bien, on aura l'utilisation et quelqu'un va chercher sur donc tel ou tel aspect qui peut être aperçu à travers ces différentes archives historiques. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est que par voie de conséquence, l'étonnant de cette nouvelle histoire, une histoire totale, une histoire complète, vous avez bien compris, vont critiquer l'histoire événementielle, l'histoire chronologique, l'histoire bataille, comme on l'a peut-être appelé de manière péjorative, de Duruy, de Lavis, de Bainville ou d'autres, en montrant qu'il s'agit simplement d'un biais partiel, voire partial, de l'étude de la réalité historique. C'est-à-dire que lorsqu'on étudie les batailles de Louis XIV, eh bien, ce n'est qu'une toute petite partie de la France du XVIIe, début du XVIIIe siècle. Et donc, c'est là qu'on remet en cause ce récit national qui a fait, donc, pourtant, qui a eu un succès énorme pendant des décennies. Et c'est à partir des années 60-70, vous savez, il y a toujours un décalage entre la naissance d'un phénomène dans la discipline historique, ou même dans d'autres disciplines, et puis après, sa diffusion dans le grand public. Et donc, c'est dans les années 60-70 que cette exercice entre dans l'éducation nationale. Et par exemple, au lieu d'étudier les batailles de Louis XIV, eh bien, on va étudier la vie des paysans sous Louis XIV, qui a son intérêt aussi, bien entendu, hein, parce qu'on la connaît mieux grâce au progrès de la démographie, de l'histoire économique, de l'étude de mentalité, etc., comme j'essaie de vous le montrer. Et même, on va prendre le contre-pied parfois de cette histoire événementielle avec la longue durée. Alors, la longue durée, c'est Fernand Braudel. Fernand Braudel, historien, j'ai envie de dire presque mythique pour certains, tant il a marqué la science historique ou la discipline historique du XXe siècle, a travaillé sur la Méditerranée de Philippe II, donc, qui est un roi d'Espagne bien connu après Charles Quint, dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas étudié Philippe II et la Méditerranée, et encore moins Philippe de lui-même, il a étudié la Méditerranée sous Philippe II. C'est-à-dire qu'il a complètement renversé le point de vue, hein, de l'aspect de l'analyse. Cette fois-ci, le sujet, ce n'est plus le personnage historique, mais c'est un milieu d'ailleurs difficile à définir, difficile à délimiter, à englober. Hein. Et donc, à partir de là, eh bien, on va montrer quelles sont les permanences. On va montrer que la Méditerranée, finalement, sous Philippe II, elle n'est peut-être pas si différente que sous Charles Quint ou sous les successeurs de Philippe II, etc., etc. Et donc, on va, du coup, par là même, dévaloriser tout ce qui est cette histoire-bataille, histoire événementielle, montrant que tel personnage a laissé telle chose, etc., etc. Voilà. D'où la profusion d'études thématiques, qui sont parfois d'ailleurs fort intéressantes, mais qui vont prendre le dessus sur le récit historique unificateur, je dirais. Hein. Ce qui a pu faire parler parfois d'histoire en miettes. On va étudier les paysans sous tel roi, on va étudier les émeutes paysannes à tel moment, on va étudier ensuite l'histoire économique des débuts de la révolution industrielle en France, etc. etc. Donc une histoire un peu en miettes. Deux autres remises en cause
me semblent plus graves parce qu'elles sont davantage idéologiques que méthodologiques. Je reviendrai tout à l'heure, mais je pense que cet aspect méthodologique développé par la nouvelle histoire, elle a un aspect tout à fait légitime. Hein. Moi-même, je me suis inspiré, je vous l'ai dit, de cette histoire quantitative pour étudier l'histoire de l'Église. Mais après, tout dépend de ce qu'on en fait. Alors, d'une part, dans les années 60-70, on se met à critiquer non plus la méthodologie du récit national, mais son contenu, avec des pans entiers de ce récit national, et c'est là qu'apparaît justement l'expression, qui est plutôt péjorative, de roman national. Un roman, qu'est-ce que c'est? C'est précisément un récit qui se manifeste par son côté fictionnel, par son côté inventé, par son côté romancé, si vous permettez le pléonasme, mais c'est-à-dire qui ne correspond pas forcément à la réalité ou la vérité historique. Alors, en particulier, c'est l'historien des lieux de mémoire, Pierre Nora, qui a beaucoup popularisé cette expression de roman national. Alors, pourquoi? Parce que on remet en cause certains aspects de ce roman national, de ce récit ou roman national, comme vous voudrez, parce qu'ils sont plus en adéquation avec les valeurs du temps. Quitte à ce qu'on commette parfois des anacronymes de jugement sur le passé en fonction de ce que nous pensons aujourd'hui. Et là, évidemment, méthodologiquement, ça peut être assez discutable. On en vient parfois à régler ses comptes avec le passé et à parler parfois davantage du présent que du passé. À régler ses comptes avec le présent quand on parle du passé. Et ça, évidemment, on sort de ce qui constitue l'essence de l'histoire. Alors, par exemple, c'est la remise en cause de la colonisation, dans le contexte des années 60, de l'indépendance des anciennes colonies. Et donc, on va relire l'histoire de France à partir de la critique de la colonisation. La colonisation, finalement, c'est pas bien, et donc on va remettre et critiquer dans un aspect qui sera plus simplement descriptif, mais moral, voire moralisateur. Et là, évidemment, on a une différence avec ce qui était l'histoire. On insiste sur certains thèmes graves, dont je me garderai bien de nier évidemment le côté tout à fait scandaleux, comme l'esclavage, la colonisation, ses méfaits, le gouvernement de Vichy, la collaboration, etc. Sans remettre en cause, en contexte, les événements dans lesquels ils se sont déroulés, et en présentant une lecture qui est souvent essentiellement morale. Deuxième point aussi, du coup on va survaloriser une annexe de l'histoire, alors qui pouvait être présente, attention, dans le récit national, c'est là qu'il faut avoir de la lucidité aussi, c'est la mémoire. Alors, il existe au programme du baccalauréat, dans les classes de terminale générale, un chapitre important depuis quelques années, depuis la réforme de 2012, sur la différence précisément entre histoire et mémoire. Alors, l'histoire a quelque chose normalement d'objectif qui se fonde sur des documents, qui se fonde sur le vécu des populations, et la mémoire, c'est une lecture plus ou moins idéologique, une interprétation de ces documents. Alors, la lecture historique comme la lecture mémorielle sont deux approches qui sont évidemment légitimes, mais pour autant que chacun reste à sa place. C'est-à-dire que la mémoire ne prenne pas la place de l'histoire et que l'histoire ne prenne pas la place de la mémoire. Voilà. Et justement, ça n'a pas toujours été le cas. Quand par exemple, on remplace l'histoire de la colonisation par uniquement un discours de repentance, ou l'histoire de tel esclavage, sans demander, encore une fois, qu'on en a, bien entendu, sans relativiser, par exemple, avec d'autres esclavages qui ont pu avoir lieu à l'époque moderne, que ce soit donc la traite arabo-musulmane qui est peu traitée dans l'historiographie, sans exiger aussi de réciprocité aussi. Par exemple, on va insister sur tels événements, mais un peu moins sur d'autres, sur les guerres de Vendée, sur le génocide arménien, parce que politiquement, un État peut être dérangé par sa proclamation. Eh bien évidemment, là, on tombe dans la polémique. Regardez par exemple, en février 2005, cette fameuse polémique sur la loi sur la colonisation. On a hurlé sur cet article 4 qui préconisait au programme scolaire de mettre en valeur les aspects positifs de la colonisation.
Alors, la formule est sans doute maladroite. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il ne s'agissait pas, me semble-t-il, de défendre un système imparfait, de toute façon terminé et périmé, mais sûrement de ne pas tomber dans une vision qui soit univoque de ce phénomène historique, pour en fait en rester à une condamnation de ce phénomène sans voir tout ce qu'il a pu représenter dans le contexte du temps, tout ce qu'il a pu peut-être apporter aux pays conquis malgré tout, malgré les excès, et de quelle manière aussi il a pu être justifié, légitimement ou pas, c'est un autre sujet évidemment, mais par des gouvernements, d'ailleurs tout à fait divers, hein, de droite ou de gauche, pour des raisons qui sont aujourd'hui vues comme des prétextes, mais qui n'étaient pas forcément des prétextes. Et c'est là qu'on peut mélanger ce qui est histoire et ce qui est mémoire. L'historien, lui, est là pour voir comment le phénomène de la colonisation a pu se propager à un moment donné, et peut-être essayer d'en faire un bilan, d'en faire un inventaire, que ce soit économique, social, matériel, financier, etc. Mais pas seulement un portrait à charge, ou même à décharge, bien sûr. Par exemple, quand vous pensez qu'en 2005, certains n'ont pas voulu commémorer les 200 ans de la victoire d'Austerlitz par Napoléon, parce que c'est lui qui a remis en place l'esclavage. Alors Dieu sait que je ne suis pas un grand admirateur de Napoléon, pour d'autres raisons aussi que la remise en cause de l'interdiction de l'esclavage, mais je crois que là c'est un peu un mélange des genres. Voilà, il me paraît un peu maladroit. Et donc, eh bien, la conséquence, c'est l'émiettement de ce récit national, la remise en cause, et quelque part la fin de la fierté nationale. Et puis je dirais, pour terminer, qu'au XXIe siècle, faisons face à une nouvelle vague de remise en cause du récit national, celle qu'on pourrait appeler l'histoire déconstructrice, dont nous ne sommes qu'au début, vous verrez, nous ne sommes qu'au début. Certains veulent déconstruire les stéréotypes de l'histoire de France en disant qu'en fait, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, pas seulement sur la colonisation ou sur l'esclavage ou autre chose, mais en fait c'est uniquement le produit des stéréotypes d'un discours historique qu'il faut lui-même, à présent, remettre en cause. Par exemple, c'est l'histoire genrée. On dit qu'aujourd'hui il faut faire l'histoire du genre. C'est-à-dire que remettre en perspective l'histoire de France par rapport à la lutte qu'il y a pu avoir entre les genres, on parle plus de sexe aujourd'hui, bon, entre les femmes qui ont été amoindries, dont le pouvoir a été accaparé, si vous voulez, par les hommes qui ont organisé toute la société pour exclure les femmes. De même, on peut aussi faire une histoire de l'immigration, du refus de l'immigration, en montrant comment des majorités ont refusé des minorités. Alors, attention, il ne s'agit pas de tout remettre en cause, de dire que la femme dans l'histoire de France a toujours eu une place extraordinaire et parfaite, bien entendu. Mais le problème, c'est que cette vision des choses remplace des stéréotypes, me semble-t-il, on en reparlera peut-être dans la discussion, mais remplace des stéréotypes et peut-être une idéologie par une autre idéologie, qui est fondée sur une vision de la réalité qui est éminemment contestable. Pourquoi les relations entre les hommes et les femmes, alors qu'on appelle de genre ou de sexe, des gens peuvent en discuter. Mais pourquoi sont-elles forcément marquées dans l'histoire sous le sceau de l'affrontement, de la domination de l'un par l'autre, etc. Vous voyez, ça me semble être une perspective qui est idéologique et non pas historique. Et donc, j'ai des inquiétudes sur ce type de discours historique, sur cette histoire que j'entends parfois parler d'inclusive. Alors, on entend beaucoup parler actuellement d'orthographe inclusive. Hein. Bon, je pense que c'est une idiotie par rapport à la construction même, à la logique même de la grammaire. Bon, que le masculin l'emporte, ça ne me semble pas être un scandale qui veut dire que les femmes doivent être mises au placard, etc. C'est simplement une façon de parler. Voilà. Mais, donc, si c'est pour... alors, l'histoire inclusive, si c'est pour inclure des minorités, leur permettre de s'associer au destin de la collectivité, comme montrer comment a été l'intégration des juifs,
une intégration facile ou difficile d'ailleurs, hein, des juifs ou des harkis peut-être à certains moments donnés, ou des Italiens, des Polonais, je ne sais pas, à un moment donné de l'histoire de France, pourquoi pas? Alors, c'est d'ailleurs ce que raconte un peu Éric Zemmour dans son livre Destin français. J'ai pas eu encore le courage de lire tout le livre, mais j'étais il y a quelques mois à Sifour en novembre, une rencontre littéraire où il présentait justement les raisons qui l'ont fait écrire ce livre, et il disait que quand il était jeune, dans les années 50, eh bien, il était heureux de s'approprier, lui qui pourtant était issu d'une famille juive étrangère, ben, il était content de s'approprier l'histoire des rois de France, de Napoléon, de la construction du canal de Suez, de nos ancêtres les Gaulois éventuellement, avec du recul critique, voilà. Donc l'intégration a un patrimoine commun, où tout n'est pas forcément parfait, évidemment, mais où tout est assumé. En revanche, si cette histoire inclusive est destinée à faire éclater toute idée même d'un socle commun, pour considérer les Français comme un agrégat dû au hasard, d'individus hors sol, hein, qui n'ont pas de racines, qui n'ont pas d'histoire avant eux, et qui en fait pourraient décider de reconstruire, de déconstruire, vous appelez le mot que vous voulez, mais quelque chose de complètement déraciné par rapport au terreau de la réalité, eh bien là je crois qu'on fait fausse route. Alors pour essayer de conclure, une réponse catholique si vous voulez, que peut-on dire, que peut répondre l'historien traditionnel et le catholique que j'essaie d'être? Alors, évidemment, il ne s'agit pas d'élaborer un programme, encore moins de refaire les programmes scolaires, hein, je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale, mais peut-être de dessiner quelques pistes et quelques points de réflexion. Alors, le premier point, me semble-t-il, c'est celui de la défense, quand même, d'un récit national. Alors, je reviens sur la mauvaise compréhension de la méthode des annales. Je crois qu'il faut être clair. Le fait que tout soit historique, ça me paraît être une avancée extraordinaire dans la discipline historique. C'est clair, on a beaucoup gagné de cette perspective. Et on ne peut pas aujourd'hui revenir en arrière, c'est certain. Mais en même temps, il ne faut pas imaginer que ce soit une contradiction avec l'écriture d'un récit national. L'histoire particulière n'a jamais interdit d'étudier l'histoire globale. Parce que ce n'est pas une contradiction, c'est une imbrication. L'une éclaire l'autre, l'une s'inscrit dans l'autre, l'une vit par rapport à ce qu'apporte l'autre. Et donc je pense que, en particulier, si on parle d'enseignement, alors évidemment il faudra encore plus différencier ce qui est du point de vue de la culture historique, et puis ce qui est du point de vue de l'histoire enseignée à l'école, au collège, au lycée, à l'université, ça nous amènerait très très loin, mais je crois qu'il n'est pas impossible de garder, de défendre, de restaurer un récit national, plus ou moins linéaire, plus ou moins chronologique, hein, qui fasse un certain nombre de repères, en l'articulant à des histoires particulières, plus ou moins profondes, plus ou moins locales, plus ou moins régionales, pourquoi pas, plus ou moins minoritaires éventuellement, mais sans perdre de vue cette toile de fond. Alors, un exemple, j'étais très frappé en travaillant sur un article que je devais faire sur la guerre de 14-18, sur la bibliographie actuelle de la guerre. Vous savez qu'on a fêté il y a quelques mois le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, de la Grande Guerre. Et si vous regardez un petit peu toutes les publications qui sont sorties ces derniers mois, voire ces dernières années, eh bien, j'ai vu qu'il y a beaucoup de points de vue qui sont extrêmement pointillistes. Alors, là aussi, qui ne sont pas mauvais, hein, bien entendu, mais on a travaillé sur les prisonniers de la Grande Guerre, on a travaillé sur les travailleurs chinois de la Grande Guerre, on a travaillé sur les soldats coloniaux de la Grande Guerre, on a travaillé sur les Corses de la Grande Guerre, on a travaillé, etc. etc. C'est très très intéressant, mais je remarque qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvrages de synthèse qui auraient pu renouveler un petit peu la vision par rapport à de nouvelles archives qui ont été étudiées, à de nouveaux points de vue, etc., qui nous présentent véritablement ce qu'est la Grande Guerre et comment la France a pu vivre la Grande Guerre. Vous voyez, donc ce danger un peu d'émiettement. Et à mon avis, on a besoin de l'échelon de la collectivité
pour insérer ces histoires particulières dans une histoire globale et pour donner quelque part une identité qui nous dépasse. Voilà. Le deuxième point, c'est qu'il faut bien différencier le récit et l'approbation. C'est qu'il faut bien différencier la description et la moralisation. C'est ce que je disais par rapport à la colonisation ou autre. C'est-à-dire que, à mon avis, il est légitime de parler de l'histoire de la colonisation. Il est légitime, évidemment, de parler de l'histoire des pieds noirs. On en a parlé plusieurs fois dans le cadre de ce café Histoire, par exemple. De montrer que ça a été un phénomène historique, ça ne veut pas dire qu'on va approuver tout ce qui a été fait au nom de cette colonisation, évidemment. Là encore, il faut différencier l'histoire et la mémoire, et différencier aussi ce qui est présenté comme la réalité d'événements qui se sont déroulés dans l'histoire de France, sans forcément passer son temps à battre sa coulpe et en dire que c'était pas bien, etc., etc. Voilà. Et on peut évidemment tout à fait regretter qu'on en ait organisé des commémorations contre l'esclavage sans minimiser ce qui a pu être le phénomène global de la colonisation française ou même européenne ou occidentale. Le troisième point, bien sûr, je ne peux parler pour le moment, c'est notre aspect catholique. Alors là aussi, toute une réflexion. Par rapport à la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, on a une certaine frilosité, je vais employer ce mot-là, pour parler du religieux en histoire et encore plus en histoire scolaire. Parce qu'on imagine évidemment que dès lors qu'on va en parler, eh bien, ce sera pour approuver, ce sera etc. Mais on ne peut pas, à mon avis, parler d'histoire de France sans évoquer le fait qu'elle est marquée de part en part depuis au moins 1500 ans par le christianisme. Depuis Clovis jusqu'à Napoléon, et même après 1905. Hein. Regardez combien la Première Guerre mondiale, j'en parlais tout à l'heure, a été précisément le creuset d'une union sacrée des catholiques qui ont peu à peu accepté la République plus ou moins anticléricale qui avait infligé des lois assez défavorables, quand les aumôniers, les soldats, les prêtres, parfois revenus d'étrangers, se sont mobilisés ou ont été mobilisés dans l'effort de guerre français. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir honte de parler de religion dans l'histoire de France. C'est pas contradictoire, me semble-t-il, avec... ça ne veut pas dire, en tout cas, qu'on fasse de l'histoire une annexe de la théologie, de dire que la France est liée corps et âme à une seule religion. Nous, bien sûr, en tant que catholiques, nous pensons, je pense, que la France est fidèle de l'Église. Ça ne m'interdit pas, évidemment, d'accepter celui qui ne sera pas chrétien et qui se revendiquera français quand même. Hein. C'est à mon avis, les identités, dans ce sens-là, vont s'additionner et pas entrer en contradiction les unes avec les autres. Mais je pense que, précisément, il faut insister sur cet aspect religieux du passé de la civilisation européenne, et en particulier de l'histoire de France, notamment dans un souci d'explication. Parce que nos jeunes, très souvent, n'ont pas les grilles de lecture qui leur permettent de comprendre telle et telle œuvre d'art, telle et telle référence littéraire, tel et tel événement historique qui est lié à la religion. Et là, à mon avis, on est vraiment dans une problématique qui est très actuelle, c'est de montrer, non pas donc, sauf dans un cadre confessionnel évidemment, mais dans l'école publique, on peut, à mon avis, sans promouvoir le catholicisme, mais montrer quand même qu'il a eu, qu'on le veuille ou non, une influence énorme et extraordinaire sur la civilisation française, et qu'il a marqué de très nombreux personnages, événements, lieux, monuments, lieux de mémoire, etc., etc. Et on ne peut pas faire d'économie en étudiant l'histoire de l'explication, de la signification de tous ces lieux, de tous ces événements et ces monuments. Le dernier point, c'est que pour nous catholiques, eh bien, la nation n'est quand même pas l'échelon définitif. Hein.
Alors, je n'ai pas le temps de reprendre un petit peu ce que j'avais dit il y a un peu plus d'1 an sur le débat entre catholique et identité par rapport aux encycliques de Pie XI, notamment dans l'entre-deux-guerres, qui disait que, évidemment, d'une part, les chrétiens sont d'abord des citoyens des cieux, donc nous ne sommes ici que de manière temporaire, et nous ne devons jamais l'oublier, mais ça ne donnait pas en même temps, du coup, la prise à un relativisme contemporain qui dit que finalement tout se vaut, que finalement après tout ça ne sert à rien. Non. Au contraire, nous assumons les racines chrétiennes de notre civilisation, et précisément ça n'empêche pas la critique, la divergence qu'il peut y avoir parfois avec le récit national. Alors, je pense en particulier évidemment aux persécutions antichrétiennes de la Révolution française, hein, sur lesquelles nous sommes évidemment assez sensibles ici, j'imagine. Et puis des épisodes aussi, comme Philippe le Bel et sa lutte avec le pape, ou Napoléon aussi, qui emprisonne quand même le pape parce qu'il refuse le divorce avec Joséphine. Bon, voilà, c'est pas parce qu'on est à la fois français et catholique qu'on doit tout accepter, qu'on doit assumer évidemment, qu'on doit tout accepter de cette histoire de France. Il y a aussi des pans que nous reconnaissons comme ayant lieu, comme également étant l'émanation d'une partie de la population française, hein, il ne faut pas le nier, mais que nous ne partageons pas forcément. Alors, je voudrais m'arrêter là, je pourrais avancer encore plus, mais je voudrais laisser un petit peu la place au débat. Et je crois, en conclusion de ce parcours un peu trop succinct peut-être, mais je crois qu'il est possible aujourd'hui de défendre sans haine, sans discrimination envers quiconque, une histoire nationale qui assume ses racines, qui soit fière de l'œuvre de ses aïeux, qui soit nuancée, qui arrive à faire la différence entre l'histoire, qui décrit ce qui a été, et en même temps la mémoire, qui peut décerner des bons ou des mauvais points, bien sûr, et qui soit respectueuse de tous. L'amour de nos pères ne signifie pas la détestation de tout ce qui n'est pas lié à eux. La priorité donnée à l'histoire de France ou aux nationaux ne veut pas dire, évidemment, la haine des étrangers. Et donc, eh bien, que chacun puisse partager peut-être ce que vous retenez de l'histoire de France et en quoi le récit national a encore à vos yeux un peu de valeur. Je vous remercie.